Mesdames, Messieurs, bonjour. Excusez-nous du petit retard, on avait un petit problème technique à régler parce que je vous réserve une petite surprise à la fin. Donc, la guerre aujourd'hui, les guerres. Ce n'est pas un sujet facile. Les guerres ont été une constante dans l'histoire vietnamienne, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce que je souhaite évoquer dans ce cours, par contre, ce ne sera pas la guerre au féminin, mais les femmes. Les femmes dans les situations de guerre et de conflits idéologiques dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et comment les femmes ont-elles vécu leur vie de femme dans ces contextes sociopolitiques? Dans quelle mesure il leur a été donné de faire des choix, de les assumer, de rester fidèles à certains de leurs choix et d'en changer certains autres, de les faire évoluer, quoi. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est que le modeste fruit d'un début d'investigation. Je vous avais dit au début que je ne faisais que l'histoire avant 1945. Et c'est seulement à la demande du Collège de France, pour préparer ce cours, que j'ai commencé à aller au-delà. Donc, c'est un début d'investigation dans le cadre d'un travail personnel, entrepris depuis peu de temps et dans des conditions de travail plutôt déficientes. Je vous dirai pourquoi. Tout d'abord, rappelons ce que c'était le contexte. La guerre n'est pas un élément nouveau, mais les guerres de la deuxième moitié du XXe ont cependant des particularités inédites. D'abord, elles sont d'une violence peu commune, car à partir des années 1950, ce furent les plus grandes puissances du monde qui s'affrontèrent sur le territoire vietnamien et auxquelles les Vietnamiens payent le tribut de sang et de larmes. Ces guerres ont duré longtemps et se sont succédées presque sans arrêt. Je vous mets ici les dates des guerres. Il y en a que vous connaissez mieux, il y en a qu'on connaît moins, mais elles se sont succédées presque sans arrêt jusqu'à 1990. Donc, je vous ai donné ici les différentes manières dont on appelle ces guerres, d'un côté ou de l'autre, dans le pays, à l'étranger, à l'international, etc. Il peut y en avoir d'autres appellations. Ces guerres ont duré longtemps, se sont succédées presque sans arrêt. Elles ont été des guerres où, dans le pays vietnamien, dans chaque province, dans chaque ville, chaque village et chaque famille, il y eut des Vietnamiens et des Vietnamiennes des deux côtés de la ligne de feu. Et durant une bonne partie des guerres, c'est-à-dire des années 1950 jusqu'en 1989. Les Vietnamiens et les Vietnamiennes ont été impliqués des deux côtés de la ligne de feu. Et aussi, les peuples et les pays voisins furent impliqués, comme le Laos, le Cambodge, sans oublier la Chine, ni les troupes envoyées d'Australie et de quelques autres pays asiatiques. Ce fut entre les années 1950 et 1975 une guerre totale où, dans les deux pays vietnamiens, la République démocratique du Vietnam et la République du Vietnam, les femmes ont participé aux forces armées et paramilitaires. Ces guerres longues et atroces, enfin, ne se sont pas terminées après l'arrêt des combats, car les conflits idéologiques demeurent toujours. Les pertes humaines dans la guerre de 1954-75 furent colossales, estimées de 2 à 3 millions de morts du côté vietnamien, sans compter les blessés, les handicapés, les victimes sur plusieurs générations de la guerre chimique, notamment de la dioxine. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler des survivants. Comment est-ce que je définis celles qui ont survécu? Qu'est-ce que ça veut dire survivre? Ce sont celles qui vivent encore ou celles qui ont pu laisser des traces écrites ou à travers des témoignages recueillis par leurs proches ou leurs biographes, même indirectement dans des représentations littéraires ou artistiques. Mais aussi, quand je dis survivre, c'est aussi celles qui ont assumé leur choix de participer activement au conflit, qui ont assumé les situations et les dommages subis à cause des guerres et trouvé le moyen de survivre physiquement et encore plus significativement survivre dans leur vie professionnelle, sentimentale, leur vie dans son ensemble.
limité dans le temps, je vais choisir de vous parler seulement de 3 cas représentatifs. L'approche par des cas individuels, concrets, nous permet également, dans une certaine mesure, d'examiner l'histoire en général, l'histoire des femmes en particulier, sous l'angle de ce que les historiens appellent l'histoire intime. La première dont je vais vous parler s'appelle Nguyễn Thị Xuân Phượng. Voici quelques références. C'est une liste non exhaustive, des références sur lesquelles vous pouvez trouver des interviews, des articles de presse, des témoignages sur elle et d'elle, parce qu'elle vit encore. Et la voici donc, plutôt maintenant, la voici à la remise de la Légion d'honneur en 2011 et récemment, l'année dernière. Elle est née pour moi, c'est une femme d'élite qui porte le fardeau d'une vie bien remplie. Née en 1929, descendante de famille impériale du côté de sa mère et d'une grande lignée Thiam. Les Thiam, c'est l'ethnie qui a occupé le Champa, qui est devenu maintenant le centre du Vietnam. Donc, elle est descendante d'une grande lignée Thiam du côté paternel. Elle a quitté le foyer parental à 16 ans et ne revit sa mère qu'à la soixantaine. Élève d'école élémentaire vietnamienne, elle intégra l'enseignement français quand son père, lui-même directeur d'école, l'a mis en internat au couvent des oiseaux. Le couvent des oiseaux a été fondé par l'impératrice Nam Phuong à Dalat, sur les hauts plateaux du centre Vietnam. C'est une école d'élite et le premier événement qui changea sa vie, elle nous l'a raconté, c'est une étincelle patriote qui s'est allumée en elle un jour au cours du salut au drapeau, quand son amie française la plus intime, une collégienne, s'amuse à piétiner sur l'ombre du drapeau vietnamien en criant « Sal Anam ». La jeune collégienne ne pensait pas du tout à son amie Phuong, parce que Phuong était sa meilleure amie, mais celle-ci fut une serrée et coupe nette à leur relation amicale. Phuong n'a pas pu admettre ni l'interprétation de la mère directrice qu'il s'agissait seulement d'un caprice d'enfant, ni l'attitude de son père qui lui impose le silence et l'oubli de l'incident. Pour elle, ce fut une atteinte à la dignité de son pays et une injustice révoltante quand cet acte reste impuni. Le couvent des oiseaux est fermé à cause des remous politiques et elle continue ses études au lycée Khai Định à Huế. À Huế, il y a un seul collège de jeunes filles qui s'appelle Collège Đồng Khánh et quand elles arrivent au lycée, il y a un seul lycée de garçons où les filles viennent étudier avec eux. Donc, elle fait ses études au lycée Khai Định à Huế et participe bientôt au mouvement des lycéens patriotes, en vietnamien Đoàn học sinh cứu quốc. De fil en aiguille, guidée par son oncle maternel qui participait au Viet Minh, c'est-à-dire à la résistance, et que ses parents avaient hébergé chez eux pour le protéger dans ses activités clandestines. Je tiens à souligner que cela se faisait très souvent dans les familles vietnamiennes durant les guerres et conflits de 1945 à 1975, et peut-être même avant. Malgré toutes les divergences et les oppositions politiques les plus radicales. Donc Xuân Phượng rejoint le maquis peu de temps après la révolution d'août 1945. Pendant la guerre qui débute en 1946, Phuong fut affectée à la fabrication de la poudre à canon. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de francophones pour étudier les manuels de chimie, pour trouver les formules, les procédés, etc. Donc elle y a été affectée parce qu'elle était francophone. Elle exerce d'autres métiers selon les besoins de la guerre à chaque moment. Mais en 1967, un changement radical se fit dans sa vie. Elle était médecin à l'époque et s'occupait de la santé des invités du gouvernement. Et parmi ces invités, il y a eu le couple Joris Ivens et Marceline Loridan Ivens qui est venu réaliser le film 17e parallèle, La guerre du peuple. En vietnamien, Vĩ tuyến 17, Chiến tranh nhân dân. Elle a été chargée en plus de leur servir d'interprète. C'est comme cela qu'elle a été initiée aux techniques du cinéma, mais surtout qu'elle a été impliquée dans des expériences inoubliables. Je vous n'en cite que quelques-uns.
Les tunnels à Vinh, au nord de la rivière Ben, qui séparait les deux Vietnams, étaient à l'époque à 9 mètres de profondeur. Elle a été appelée une fois pour aller assister une femme qui devait accoucher de son premier bébé et qui avait des difficultés, donc elle est allée l'aider. Mais à l'époque, on n'allait jamais seul dans ces régions parce que c'était tellement bombardé qu'il fallait toujours aller à deux pour que si on meurt, il y a quelqu'un pour avertir les autres. Donc il y avait un technicien du son qui l'avait accompagné et c'est comme cela que quand elle a aidé la mère, le technicien il a enregistré tous les sons. Donc quand elle est retournée dans son tunnel à elle, on lui a demandé si ça allait, elle a dit juste ça va parce qu'elle était trop fatiguée. Mais le technicien, il a fait réentendre tout ce qu'il avait enregistré et c'est là qu'elle avait entendu ses cris à elle quand elle guidait la femme parce qu'elle était trop énervée, elle était trop nerveuse, elle a crié et puis il y a le pleur du bébé qui pleure à la naissance et les sanglots du père qui était tellement heureux que l'accouchement s'est bien passé. Donc tout cela, ça l'a profondément ému. Ensuite, le deuxième événement, quand on a regardé le positif du film qu'on venait d'enregistrer, qu'on venait de faire, on voit soudain un passage flou. Et là, Joris Ivens, qui a de l'expérience, il s'est écrit du sang. Et c'était le sang d'un camarade qui s'est couché sur la bobine pour protéger la bobine pendant qu'il traversait le fleuve parce qu'il y avait un bombardement. Le camarade est mort. Donc, c'est après la mort du camarade qu'ils ont vu le film et son sang sur le positif. Donc, à la fin de leur mission, le réalisateur Joris Ivens, qui était dans ses 70 ans, a essayé de convaincre Sun Pho de changer de métier. Il lui a dit, la médecine, c'est important, l'interprétariat, c'est important aussi, mais être correspondante de guerre, vous êtes faite pour ça. Donc ça l'a beaucoup fait réfléchir. Elle n'a pas dit oui tout de suite. Elle avait 38 ans, elle avait 3 enfants. Que je vérifie. Oui, elle était mère de 3 enfants. Elle avait une carrière confortable, elle était médecin, travaillait dans l'immeuble qui est devenu maintenant l'hôtel Sofitel de Hanoï. Elle s'occupait des visiteurs, des invités, elle était en parfaite sécurité, elle avait un salaire confortable et tout. Donc, quitter tout cela pour un métier où on risquait la mort à 70%, à 90%, fallait réfléchir. Et en plus, son salaire repart à zéro parce qu'elle va s'engager dans un métier pour lequel elle n'était pas formée, n'avait pas d'expérience. Donc, elle a réfléchi. Mais elle a dit, quand j'étais dans mon bureau confortable, j'étais mal à l'aise, je me sentais coupable. Et je pense que n'importe qui avait traversé ces expériences devait comprendre son état d'âme. Donc finalement, elle a pris sa décision et elle a expliqué comme ceci. Elle dit, je constate que, et elle en a fait un principe de sa vie, on n'a qu'une seule vie, chacun et chacune, on n'a qu'une seule vie. Autant y faire quelque chose qui me plaise, qui ait du sens pour moi, qui signifie quelque chose. Et ce fut ainsi que lorsqu'elle a pris sa retraite, elle a fait correspondante de guerre jusqu'à 1975. Et après, au-delà. Et quand elle a pris sa retraite, qu'est-ce qu'on lui offre ? Parce que le salaire de retraité ne permettait pas de vivre, donc on lui a offert comme un privilège la garde des vélos, parce qu'à l'époque tout le monde se déplaçait encore en vélo, la garde des vélos au Grand Théâtre de Hanoï. Donc, elle se dit, est-ce que je vais faire ça ? Non. Donc, elle n'a pas pu s'y résigner. Elle a raconté d'un ton plaisant au cours de la présentation de son livre à Hanoï en 2020. J'ai cité toutes les références. Vous pouvez voir quelque part les références, je les ai mis où ? Voilà. Donc, parmi ces références, il y a cette présentation de son livre. Elle a dit ceci. Comme l'oncle Ho, qui est parti à la recherche d'une voie pour sauver la patrie, j'ai décidé de partir moi aussi à la recherche d'une voie pour me sauver moi-même. Donc, elle a cherché à partir en France. Elle a mis 5 ans
parce qu'elle connaissait beaucoup d'anciens invités du pays qui résident à l'étranger, donc elle pensait qu'ils pouvaient l'aider. Elle a mis 5 ans pour obtenir son visa pour aller en France, parce qu'à l'époque, le Vietnam était sous le blocus américain puis international. Donc, elle a mis 5 ans pour obtenir son visa. Elle resta 2 ans en France, pendant lesquels ses anciennes connaissances l'ont aidée à trouver du travail. Sa vie a pris un nouveau tournant quand elle commence à en avoir assez d'entendre tout le monde exprimer de la compassion pour le Vietnam à cause des souffrances endurées pendant et après les guerres. Elle en a assez d'entendre ça. Donc elle a eu l'idée de présenter la culture vietnamienne à l'étranger pour mieux faire connaître le pays, la culture, autrement qu'à travers les guerres. C'est comme cela qu'elle a créé la galerie d'art Lotus à Saigon et l'a dirigée jusqu'à 2022, c'est-à-dire très récemment, quand elle a cédé la gestion au quotidien à une équipe plus jeune, non pas pour prendre sa retraite, mais pour se consacrer à l'écriture. Et elle est en train maintenant d'écrire des livres. J'espère que rien d'imprévu, enfin, il y a déjà une menace pour une raison de santé, mais si elle peut surpasser ça, elle viendra nous rejoindre au colloque à la fin de cette série de cours. Et je pense que ça fera plaisir à beaucoup de personnes, dont moi-même. Donc elle s'est dévouée pendant des décennies, quand elle a créé sa galerie, elle s'est dévouée pendant des décennies à découvrir les peintres pour la plupart inconnus, et elle les a soutenus pour exposer et vendre leurs œuvres sur le marché international. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur par la France. Un dernier aspect, à la fois très féminin et très vietnamien de Xuân Phuong, c'est son histoire d'amour, qu'elle a racontée plusieurs fois, toujours avec la même franchise et la même émotion. Voici ce qu'elle a partagé dans une conférence dans le cadre d'une série intitulée « Dialogue avec les jeunes » en vietnamien « Đối thoại trẻ ». C'est une série qui a été organisée par le Café Thứ Bảy, le café du samedi. Ce café est maintenant tellement connu que si vous cherchez sur Internet « Café du samedi », vous pouvez le trouver. Le Café du samedi qui a été organisé, qui a été créé il y a maintenant 11-12 ans par le compositeur Nguyen Thu. Dans une série intitulée Dialogue avec les jeunes, elle a raconté cette histoire d'amour. Elle a aimé la première fois à 16 ans au lycée Haydn, évidemment. Faut savoir que le lycée Haydn, à l'époque, il n'y avait que 5 jeunes filles pour tout le lycée. Donc, elle a raconté à plus de 90 ans, elle a raconté le premier tressaillement quand elle a perçu le regard passionné d'un camarade de classe, pas de sa classe, d'une promotion supérieure. Elle a raconté aussi le courant électrique qu'il a parcouru quand il lui a tenu la main pour la première fois. Il faut se rappeler l'éducation confucéenne de sa famille, etc. Donc, ils se sont engagés ensemble dans le mouvement des lycéens patriotes, mais peu de temps après, le jeune homme doit quitter pour rentrer dans son pays natal, le Nghệ An, parce qu'il était fils aîné de sa famille, etc. Donc, il est rentré. Mais ils ont été fiancés avec l'accord des deux familles. Les amoureux ont été séparés par la guerre. Xuân Phuong travaillait à la fabrique de la poudre, c'est dans la forêt vers le nord-ouest du pays, et très très loin de Nghệ An, donc si vous imaginez la carte. Donc un jour, elle a eu la chance, elle croyait que c'était une chance, elle a rencontré un ancien camarade de lycée. Évidemment, elle était très, très contente. Elle lui a demandé des nouvelles de son fiancé. Et le camarade a répondu simplement « il est marié ». Ce que le camarade ne s'est pas attendu à voir, c'est qu'elle a tout de suite perdu ses esprits, elle est tombée évanouie et elle est restée malade plusieurs mois. Je dois remarquer qu'à cette époque, les jeunes étaient souvent frappés de cette maladie d'amour. Voilà, bonne tung tu en vietnamien. J'ai entendu raconter que ma mère, qui était fille d'un directeur d'école au fin fond de la campagne de la province Bến Tre, mais c'est quand même un directeur d'école, alors que mon père était issu de familles pauvres, etc. Donc, quand ils sont tombés amoureux, mon père a quitté pour aller en ville, parce que pour lui, c'était un amour impossible.
Mais ma mère est tombée malade, pareil, et ce sont mes grands-parents qui ont dû rappeler mon père pour marier leur fille. Voilà. Donc en ce temps, il paraît que c'était une maladie assez commune chez les étudiants et les lycéens. Donc elle est tombée malade. C'est bien longtemps après qu'elle a compris pourquoi on lui a annoncé cette nouvelle comme ça. Donc elle est tombée malade. Et puis, quelque temps après, il y a un accident qui est survenu dans son atelier par inattention, parce que c'était de la poutre quand même. Donc, par inattention, il y a eu une explosion. Donc, elle a soigné le camarade blessé, et quand elle a levé la tête, elle a vu une main pendue comme ça et des gouttes de sang qui perlaient. Donc, elle a été tellement horrifiée qu'elle est tombée évanouie une deuxième fois. Elle s'est retrouvée dans les bras d'un autre camarade, un scientifique, un chimiste qui travaillait dans le même atelier. Et c'est à ce moment-là que le camarade, après l'avoir consolé, lui a déclaré son amour. Elle a dit « Je l'ai toujours considéré comme un grand frère, comme un frère aîné. » Mais dans l'émotion du moment, elle a raconté aux jeunes « J'ai dit oui en 3 secondes. » Donc, quelques mois après, par contre, quelle ne fut pas sa surprise quand elle a entendu frapper à sa paillote avec le code qui était convenu avec Nam, son amant. Voilà. Et c'était Nam qui a traversé plusieurs centaines de kilomètres pour venir lui demander « Mais pourquoi tu t'es mariée ?» Parce que lui, il l'a attendu. Donc, il a voulu, elle dit qu'elle a pleuré, et elle a dit aux jeunes qui étaient dans la salle, je vous souhaite à vous tous et à tous ceux qui aiment que personne ne connaîtra une situation comme c'était la mienne à l'époque. Donc, elle était désespérée, elle a été très, très malheureuse, mais Nam a voulu dire la vérité à Huang, son mari, qu'ils étaient déjà fiancés pour que Huang lui rende son épouse. Il voulait faire ça. Mais l'attitude de Huang, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a laissés seuls pour en discuter en tête à tête. Et Sun Fo raconte que c'était cette attitude généreuse, respectueuse de la liberté de décision de son épouse qui l'a obligé justement à être digne de sa confiance. Donc, après de longues heures ensemble, c'était Nam qui a quitté les lieux, car Fung a décidé de rester unie au père du bébé qu'elle attendait, parce qu'elle attendait déjà un bébé. Le restant de leur vie, tout le reste de leur vie, et ils ont vécu longtemps, ni Nam ni Fung ne purent complètement oublier leur premier amour. Si elle a pu concilier cet amour de jeunesse avec le respect, l'estime, la fidélité et l'attachement conjugal, c'est dû, explique-t-elle, en grande partie à la générosité de mon mari, à sa confiance en moi, à son respect de ma dignité. Il faut que de nous trois, chacun soit méritant à la hauteur l'un de l'autre. Elle a dit de nous trois, moi j'aimerais dire de nous quatre, parce que Nam s'est marié aussi et que sa femme a eu une attitude aussi très digne et compréhensive. Quand ils ont eu le premier enfant, le couple de Nam, quand ils ont eu le premier enfant, imaginez-vous, il faut que je vous explique ça pour les non-vietnamophones. Au Vietnam, chaque personne a son nom personnel. Ce n'est pas un prénom. Il ne précède pas le nom, il le suit toujours. Et c'est un nom personnel, comme moi, Fong. C'est tout le monde m'appelle par ce nom, y compris l'administration et mon petit-fils. Donc, quand on nomme un enfant, on y met de l'affection, du souvenir, on nomme selon, au nom de la personne ou du lieu qu'on chérit le plus, dont on veut garder le souvenir le plus long, quoi. Donc, il a voulu nommer son premier bébé Nam Pho, du nom des deux amants. Vous vous rendez compte? Donc, Pho a dû le supplier, le menacer, faire tout ce qui était possible de faire pour l'empêcher de le faire. Elle a dit, ça fera trop souffrir ta femme à toi.
Donc, il a fini par un compromis. Oh, vous savez, les Vietnamiens et les compromis. Au lieu de l'appeler Phuong, on l'a enlevé le petit point en dessous et la petite fille s'est appelée, l'enfant s'est appelé Nam Phu au lieu de Phuong. Voilà. Donc, c'était sa concession. Donc, son drame a été celui des centaines de milliers ou même plus, qui peut les compter. Ça a été le drame de beaucoup de couples et ça ne se termine pas toujours avec autant de bonheur et de sérénité. Et quand je dis bonheur et sérénité, c'est maintenant. Ce n'est pas pendant toutes ces longues années. Je vous passe les... Il faut lire son livre si vous voulez en savoir plus. Le premier ouvrage autobiographique de Sun Phuong, ça c'était elle du temps de Joris Evans. Et ça c'était son premier livre. Ça s'appelle Áo Dài, du couvent des oiseaux à la jungle du Viet Minh. Ça a paru en 2001. Elle a raconté qu'elle a rédigé comme une réponse retardée de plusieurs années à une question de sa mère lorsqu'elles se sont revues pour la première fois à l'aéroport Charles de Gaulle. Parce qu'à l'époque, sa mère résidait aux États-Unis et elle ne pouvait pas encore avoir le visa des États-Unis. Donc, elle était en France, elle est venue en France et sa mère s'est déplacée des États-Unis jusqu'en France pour la voir. Donc, quand elles se sont vues à l'aéroport, sa mère lui a posé une question à laquelle elle n'a pas su répondre. Elle n'a jamais répondu d'ailleurs directement à sa mère. Elle a répondu par ce livre. La question de sa mère, c'était la question qui l'a poursuivie toute sa vie. C'est ceci. Pourquoi les as-tu suivis, les communistes? Pour que maintenant, notre famille se retrouve séparée et que nous devions nous exiler si loin. Sa mère n'est jamais retournée au Vietnam. Ça a été seulement en 2020, donc entre 2001, la première édition en français, et 2020, qu'elle a publié la version vietnamienne, intitulée Gan Gan Gong Gong. Ce titre mérite une explication. Je ne sais pas le traduire, parce que je vais simplement vous l'expliquer. Gan, ça veut dire comme ça, la porter sur les épaules à l'aide d'une palanche. La palanche s'appelle Don Gan, le mot que vous voyez là, et Gan, ça veut dire porter comme ça. Gong, ça veut dire se tendre vers et en même temps se crisper dans un effort maximal. Vraiment faire tout l'effort possible. Gong, c'est ça. Je n'ai pas trouvé le mot. Voilà. Et ça, c'est une comptine. Elle a expliqué ce titre comme ceci. Au début, elle a donné un titre beaucoup plus banal. Mais c'est son ami, un ami qui a lu le livre, qui lui a suggéré le titre Gan Gan Gong Gong. Et cet ami a expliqué qu'il a voulu reconnaître dans ce titre l'effort de Sun Phuong pour exporter la culture vietnamienne quand elle a été galériste. Donc il a intitulé Gan Gan Gong Gong à cause de ça. Et Sun Phuong a accepté parce qu'elle a pensé à cette comptine. La comptine, je vous l'ai traduit, mais je vous fais remarquer que ça, c'est une comptine pour enfants, hein, c'est dans le folklore vietnamien. Et vous pouvez remarquer que dès le premier vers, c'est Gan Sông Gan Núi. Et Sông Núi, en vietnamien, c'est le pays, c'est la patrie. D'accord? Et ensuite, ça, c'est pour les enfants, pour les tout petits. Et ensuite, dans la présentation du livre également, il y a un autre ami de Sun Phuong qui a lu le livre et qui a commenté comme ceci. Gan Gan Gong Gong, ce n'est pas seulement au sens propre, parce qu'en vietnamien, si on répète le mot, c'est que ça se répète, c'est tout le temps comme ça, et ça devient beaucoup plus général comme concept, et pas seulement concret comme l'action. D'accord? Donc, l'ami a interprété, le titre lui a inspiré ceci. Il s'agit non seulement de Gan Gan Gong Gong, mais il s'agit du drame que notre peuple a porté sur les épaules durant tout le XXe siècle. Pendant une tournée de Phuong en France pour présenter son livre, il y a une poétesse qui lui a offert un autre poème intitulé aussi Gan Gan Gong Gong. Et que moi je ne suis pas du tout traductrice de poèmes, mais j'ai essayé de le faire pour vous. Donc voici le poème de la poétesse Cẩm Thơ, qui est la fille de la poétesse An Thơ pour les Vietnamiens qui la connaissent.
et je trouve le poème très très beau. Donc, voici le commentaire de l'ami de Sun Fung. Il s'agit du drame que notre peuple a porté sur les épaules durant tout le XXe siècle et que nous continuons à porter encore, sans doute, jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes un petit peuple, mais nous sommes les plus mûrs parce que nous avons su porter et nous tendre pour porter ce drame. C'est en même temps notre bonheur. Le bonheur, c'est de savoir supporter le drame. C'est ce que moi j'appelle survivre. La deuxième, vous avez eu le temps de... Il est long le poème. Il y a encore une deuxième diapo. Je vous laisse le lire. Ceux qui veulent la voir, vous me le demandez. Mon rêve, c'est qu'on remet des comptines, comme la comptine que je vous ai montrée, dans les livres, dans les manuels scolaires des tout-petits, et qu'on met des poèmes comme ceux-ci dans les manuels des plus grands, dans les lycées, par exemple. Gan, tout le long de la vie, mes épaules continuent à Gan. La deuxième que je vous présente, parce que je suis obligée de regarder l'horloge. Donc, la deuxième, c'est une écrivaine du Sud. Je l'appelle une intellectuelle grandie dans le maquis du Sud. Parce qu'elle est née en 1952, son nom de plume c'est Yang et son nom de naissance c'est Lê Hồng Nga. Elle est née en 1952 dans la campagne de Cần Thơ, dans le delta du Mékong. Elle est issue d'une famille d'enseignants francophones aisés. Son père a participé à la Révolution et à la résistance anti-française dès les premiers jours. Il a donné une grande partie de sa fortune à la Révolution et il périt comme un héros de la Révolution. Dans ses entretiens avec moi, parce que j'ai eu plusieurs entretiens avec elle chez elle, parlant de son engagement politique dès les premiers jours, Yang m'a dit très fortement que ce fut l'expression d'une tradition patriarcale de sa famille. Elle a dit aussi bien le fils unique de son père que toutes les femmes, sa femme, ses sœurs, ses filles, tout le monde a participé, enfin est parti au maquis, quoi, sans aucune discussion. Yang me dit, ce n'est pas que je le regrette, simplement ce n'était pas mon choix personnel. J'aurais pu lui demander de faire autre chose, d'aller en ville continuer mes études par exemple, mais c'était inconcevable. Et quand son père est parti à la résistance et ensuite est décédé, ce fut sa tante, c'est-à-dire la sœur du père, qui l'a remplacé dans ce rôle de patriarche du clan, quoi. Et sa tante, elle s'est dévouée à ce rôle au point où son enfant à elle a laissé à la famille paternelle et elle s'est occupée de la famille de son frère. Voilà. Et par contre, elle a tenu de son père l'habitude de lire, la soif de connaissance qu'elle a gardée toute sa vie, depuis qu'elle servait dans le maquis au service d'information et de propagande. Elle a lu tout ce qu'elle pouvait trouver dans la bibliothèque de son service et elle reste encore maintenant reconnaissante de tous ceux qui avaient persévéré sous les bombes, etc., pour alimenter et protéger cette bibliothèque, qui se composait d'œuvres littéraires d'auteurs aussi bien français que soviétiques. C'est pour ça que vous pouvez trouver plein de références littéraires dans son œuvre. Dans le folklore, depuis l'ancien temps, et plus particulièrement dans la première moitié du XXe siècle, les modernistes se sont insurgés contre le mariage arrangé. À l'époque, c'était arrangé par la grande famille. Dans la première moitié du XXe, tout ça, c'était contre le mariage arrangé par la grande famille. Yang est sans doute dans la littérature vietnamienne contemporaine celle qui a analysé le plus finement et avec le plus de persévérance ce qu'elle désigne par le mariage arrangé par la guerre. Elle qui était dans la région contrôlée par le Front National de Libération du Sud, le FNL, pendant toute sa jeunesse,
qui a affronté la guerre du côté des maquisards, elle a su très bien décrire ces situations. Quand elle m'a parlé, elle m'a dit, tu te rappelles bien, c'est Hoang Cảnh, c'est pas autre chose, c'est pas le contexte, c'est pas les conjonctures, c'est Hoang Cảnh, parce que les vietnamophones savent que quand on dit Hoang Cảnh, il y a un accent de regret, il y a un accent de j'ai perdu le contrôle, je l'ai fait à contre-cœur. Pourquoi tu as arrêté tes études? Vì Hoang Cảnh, c'est-à-dire que c'était à contre-cœur. Voilà. Donc elle dit, ces situations, c'est Hoang Cảnh, où un couple, peu importe qui ils sont l'un et l'autre, se retrouve soit dans un abri de fortune où un bombardement ou une fusillade les avait jetés dans la frayeur, soit une cabane ouverte au vent isolée dans la forêt, soit au fond d'un tunnel où ils étaient les seuls survivants au milieu des cadavres de leurs camarades. Donc c'était dans des situations comme ça. Et surtout, l'idéal patriotique partagé, le partage de ces moments intimes entre la vie et la mort, cette conscience que c'est peut-être cette fois-ci la dernière où l'on soit épargné, cette angoisse de sentir qu'on partage le dernier jour ou la dernière heure de survie. Bien des couples furent ainsi, dit-elle, arrangés par la guerre. Il y en a qui ont perduré dans le bonheur. Rappelez-vous, Sun Phong, c'était un peu ça. Ou faute de mieux, cela dépend des cas, qui varient à l'infini. Mais quand les chemins divergent, comment faire? Yang Nguyen me raconte qu'elle n'était pas la seule à s'en apercevoir. Elle a raconté plein d'exemples des autres qui s'en sont aperçus. Beaucoup de femmes se résignent, pas elle. On n'a plus d'estime, dit-elle, mais que du mépris pour l'époux qui ne poursuit que sa carrière de cadre, ne se préoccupe que de préserver ses titres, ses fonctions pour lesquelles il n'a ni les compétences ni les qualités requises. Et ça, c'était elle qui me l'avait dit. Et une citation dans son roman, « Il faisait partie des gens qui devaient leur succès davantage à leurs origines familiales et à la conformité de leurs convictions aux idées du moment qu'à leur contribution. » D'accord ? C'est ce qu'on désigne au Vietnam des années 1980 par des termes du temps de la monarchie comme Công Thần. Công Thần, ça veut dire un mandarin qui se repose sur ses exploits passés. Ou Kiêu Binh, ce sont les soldats qui abusent de pouvoir. Donc ce sont des termes qu'on utilise dans les années 80 pour désigner ce phénomène. Dans son roman autobiographique, l'héroïne Tuệ, qui était écrivaine aussi, s'indigne parce que, ça c'est l'héroïne du roman, parce que le mari se soucie plus de l'élevage de porc. L'élevage de porc à l'époque, c'était destiné à compléter les maigres salaires. Et il se soucie plus de ses porcs que de remplir son rôle de père, parce qu'il se contente de déposer son épouse à la clinique, puis d'aller au bureau, comme si de rien n'était. La laissant se débrouiller seule avec son accouchement ou ses fausses couches. La lutte du roman reflète celle de Yang Nguyen dans la vie contre la double oppression de la famille confucéenne et du Parti communiste, du parti omnipotent qui entend gérer jusqu'à la vie sentimentale de ses membres fonctionnaires. Ces deux forces s'appuient sur un même passé glorieux de la guerre révolutionnaire. Sa tante, ça c'est dans le roman, hein, sa tante, dont la sœur du père, la véritable chef du clan familial, et je cite le roman, intervint d'un ton acerbe. Comment ne pas penser à notre réputation? Je souligne que le roman de Yang Nguyen, le roman autobiographique, voici la couverture du livre en vietnamien, qui est paru en 2005, et la traduction française en 2014. Il y a aussi une traduction anglaise. La double oppression. Donc, la tante qui dit « Comment ne pas penser à notre réputation ?» Essayez d'imaginer un peu, si votre grand-père, votre père, votre tante ne s'étaient pas sacrifiés, en seriez-vous là aujourd'hui? Le 4 haut placé du parti n'arrête pas de ressasser « Tu devrais te souvenir que tu es la fille d'un héros, mort pour la patrie, qui plus est d'un grand héros. » Écris ce que tu veux, mais écris sans oublier la position de notre parti, la position de notre classe. Donc la double oppression en plus s'exprime par la bouche de celles et de ceux qui sont le plus chers à la femme dans sa lutte pour la survie. D'abord, toutes les femmes de la famille de Thuy sont veuves.
et il en est de même pour Giang Ngân. C'était un roman autobiographique que Trần Thiện Đạo a qualifié d'un aveu sincère. D'accord ? Donc, toutes les femmes dans la famille sont veuves. Je cite, « Elle était entourée de veuves. Sa tante était veuve, comme sa mère et sa sœur aînée. Même sa sœur Benjamin était veuve. Avoir devant soi ces 4 miroirs conduit inévitablement à oublier sa jeunesse, ses rêves, à se persuader qu'il n'y a pas plus grand malheur que le veuvage. » Sa mère proteste au nom des enfants. « Mais grand Dieu, cela ne te suffit donc pas que notre famille regorge d'orphelins privés de père pour que tu veuilles encore divorcer et plonger tes enfants dans la misère. » Parce qu'en plus, elle était écrivaine, non payée, non salariée, quoi. Alors qu'auparavant, elle était journaliste salariée de l'État. Le besoin d'émancipation de la femme écrivaine qu'était Giang Ngân était double aussi. Rien que de se destiner à l'écriture représentait un choix étonnant et pitoyable. Sa mère lui a dit une fois, ça c'est dans la réalité, c'est la mère de Giang Ngân qui lui a dit, « Qu'est-ce que ce métier où tu te tues à écrire jour et nuit pour un maigre salaire et personne ne vient rien t'offrir ?» Parce que si elle était fonctionnaire, on serait venu avec des cadeaux, etc. Voilà, donc personne ne vient jamais rien t'offrir. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Ça c'est l'héroïne, qui commençait à se faire un nom comme écrivaine et se trouve plus libre par rapport à son ancien métier de journaliste salarié de l'État. Je cite, « Elle était en permanence tentée de s'isoler dans son univers, dans cet œuf, un œuf, d'éviter la fréquentation des gros bonnets politiques, ne serait-ce que parce qu'ils avaient continuellement l'air de la désapprouver en la voyant s'isoler dans sa coquille si suspecte, si singulière. Puis, au milieu de tant de veuves, une femme comme elle, mariée à un cadre en pleine promotion et qui s'avise de divorcer. C'est comme une insulte vis-à-vis de tout le monde, quoi. On ne comprend pas sa soif de dignité, d'authenticité, qu'il exige de dire clairement la vérité à son mari, qu'on s'est marié mais qu'on ne s'est pas aimé, donc vaut mieux qu'on se quitte. C'est ce qu'elle lui a dit dans le roman. Sa sœur Hoài, personnage du roman, reste perplexe et déchirée. Elle essaie de persuader Thuy, je cite, « Pour conserver une bonne réputation, il faut être fidèle, dévoué à son mari. Ton exigence de respectabilité est trop élevée. Elle va au-delà de ce que je peux supporter et assurer. Je n'y vois que souffrance et désagrément. » C'est ce qu'elle dit à sa sœur. Mais quand sa tante devient violente, elle s'esquive par les larmes. Il y a seulement que je n'aime pas la guerre. C'est la sœur qui le dit, que je n'aime pas la guerre. Mais que je n'aime pas non plus que la réputation de notre famille soit entachée. Voilà, donc la sœur était déchirée entre les deux, elle ne savait pas trop quoi faire. Alors que son mari ne voulait pas encore divorcer, ça c'est dans la vie réelle, et dans le roman pareil, Giang Ngân tombe amoureuse d'un écrivain connu, et ils étaient tous les deux écrivains connus. Nguyễn Quang Thân encore plus qu'elle. Donc, elle est tombée amoureuse d'un écrivain connu du Nord, Nguyễn Quang Thân, incarné par le personnage du roman, lui-même marié, ayant 3 enfants. Donc, défaire 2 familles pour en fabriquer une nouvelle, ça, au Vietnam, c'est du sacrilège, c'est du vrai sacrilège. Donc, Nguyễn Quang Thân, le personnage du roman, qui devait se détacher d'une femme qui ne l'aimait pas, mais qui ne voulait pas divorcer non plus. Plus importante que son épouse pour Dinh, il y avait sa mère. Rappelez-vous toujours de cette racine matrilinéaire. Donc, il y avait la mère de Dinh, une autre chef du clan familial du Nord. Compréhensive, affectueuse, ne souhaitant que le bonheur de ses enfants. Elle a soutenu le couple amoureux, mais elle hésite devant le divorce. Pourquoi ? Elle craignait, en fait à tort, mais peu importe, puisque le patriarche, c'était elle. Donc, elle a dit qu'elle craignait que le divorce ne perturbe les enfants de Dinh. Les enfants de Dinh étaient pourtant plus âgés, adultes. Ils étaient partis à l'étranger faire leurs études, faire leurs affaires. Et la grand-mère craignait que si le couple divorce, si les parents divorcent, peut-être que les enfants ils ne reviennent plus, ils quittent le Vietnam définitivement, etc. Ils vont quitter, mais pas à cause de ça, quoi.
Voilà. Donc, il n'empêche que tout ça a fait que le couple a dû accepter le compromis d'une liaison illégitime, alors qu'ils étaient des personnalités connues dans le monde des lettres, jusqu'au décès de la belle-mère. Rogné par son clan familial, le personnage a dû endurer plusieurs années d'humiliation de cette illégitimité. Mais une fois que le couple a pu enfin s'unir, la modestie de leur niveau de vie à tous les deux, si vous lisez le roman, c'est aussi la pénurie qu'elle décrit, une pénurie une pénurie, on pourrait dire, humiliante. Donc, la modestie de leur niveau de vie à tous les deux, pourtant des écrivains confirmés, a obligé Thébes d'aller s'installer avec son époux à Hanoï en laissant ses enfants au sud et laisser le fardeau de la prise en charge du jeune frère par la sœur aînée de 15 ans. Thébes restait tiraillé par le remords malgré son bonheur conjugal. Le roman s'achève sur une note sombre et angoissante. À peine arrivé à Đại Lai, voici les dernières lignes du roman. À peine arrivée à Đại Lai, une belle plage dans le nord où elle allait se consacrer à un projet d'écriture, Thébes en fut arrachée par un appel au secours de sa fille aînée dans le delta du Mékong. Il y a 2000 kilomètres qui les séparent. La jeune étudiante, mariée depuis peu à un amant aussi jeune qu'elle, a été confrontée à un problème grave dans sa vie de couple. Elle appelle sa maman au secours. Un amour malheureux, voici les dernières lignes du roman. Un amour malheureux, des études inachevées, des enfants en bas âge. La boucle de la vie de Thébes n'était pas encore refermée que celle de sa fille s'engageait sur les mêmes fondements, avec son ombre, sa tragédie et ses faiblesses. Tout cela pèserait sur la conscience de Thébes aussi longtemps que durerait son parcours de mère. Ça, c'est bien vietnamien. Dans la vie réelle, l'histoire d'amour de Yang Ngân s'est bien mieux terminée. Après 15 ans au nord, elle est retournée vivre à Saigon, heureuse avec son époux Nguyen Quang Thuong. Elle s'est réconciliée avec sa grande famille et les relations sont excellentes avec les enfants de chaque côté. Yang Ngân est connue au Vietnam comme une écrivaine féministe. Ses nouvelles et romans ont abordé tôt les relations hommes-femmes, y compris l'aspect sexuel, toujours dans des contextes de guerre et d'après-guerre. Dans une interview de la télévision de Vĩnh Long en 2010, elle a affirmé, je cite, « Je suis encore obsédée par le destin des femmes sortant des guerres. Selon moi, elles continuent à se sacrifier et à se montrer extraordinaires dans l'après-guerre jusqu'à maintenant. Regardez les femmes des masses et dans chaque famille. Les Vietnamiennes sont sûres d'elles, courageuses, intrépides, y compris celles qui se marient aux étrangers. Elle parle des Vietnamiennes qui se marient aux Taïwanais, aux Chinois, aux Coréens, etc., pour des raisons économiques. Donc elle a dit, même ces femmes-là, ces femmes qui se marient aux étrangers ou gagnent leur vie dans la prostitution, elles ont aussi ce sens de sacrifice courageux à leur manière. J'ai une grande admiration pour elles, objet habituel de mes écrits, et je me sens toujours endettée envers elles. » Ça sonne très beau, mais cette évocation du sacrifice comme une qualité féminine vietnamienne sempiternelle, surtout de la part d'une écrivaine contemporaine dont je reconnais moi-même les préoccupations féministes, c'est vrai qu'elle a des préoccupations féministes, mais si même elle n'arrête pas d'évoquer cette qualité sempiternelle, moi ça m'interpelle en ma qualité d'historienne des femmes. L'héroïne d'une bien humble famille, son roman autobiographique, s'est pourtant insurgée contre cette exigence. Je cite, « Dans la famille de Thébes, une réputation est fondée sur le sacrifice, ce dont on la croyait incapable. Sa tante lui a dit « Je comprends que tu n'aimes pas ton mari, mais tu dois te sacrifier pour l'honneur de la famille, pour la tradition, etc. » Donc, Thébes avait été malmenée à maintes reprises pour avoir distendu ce lien tressé à travers les nombreux sacrifices consentis par plusieurs membres de la famille au cours des 50 dernières années, à commencer par son père, quand elle n'était pas encore née, quand son père a sacrifié la fortune. D'accord ? Pour s'émanciper, le couple amoureux et davantage encore la femme a dû néanmoins se sacrifier, mais d'une autre manière. D'accord ? En gardant le silence face à la cruauté des rumeurs, en endurant l'humiliation, la séparation, la frustration,
en travaillant dur pour une revanche par le succès, mais un succès gagné grâce à ses propres mérites et non pas en mendiant auprès du passé. Le chemin vers une reconnaissance équitable de l'individu femme, de sa liberté, de son droit au bonheur, semble encore long et éprouvant. Et je vous présente, ça c'était la citation de Yangon. Elle continue à se sacrifier et elle l'admire. Ça c'est la troisième femme que je souhaite vous présenter aujourd'hui. C'est la chef de la police spéciale signe en vietnamien đội trưởng biệt đội Thiên Nga, qui s'appelle Nguyễn Thanh Thủy. Comme je l'ai mentionné dans la leçon inaugurale, pour les femmes de la diaspora, mes moyens d'investigation sont bien plus modestes, bien plus limités, car je ne peux pas les interviewer directement comme je l'ai fait avec celles au Vietnam. Et je connais beaucoup moins bien le contexte sociopolitique de leur vie actuelle. J'estime néanmoins qu'il est grand temps d'essayer de rendre compte de leur place et rôle dans l'histoire des femmes vietnamiennes, d'autant plus qu'on peut reconnaître bien des convergences aussi bien dans l'engagement pendant les guerres que dans la manière dont les femmes des deux côtés gèrent leur vie après-guerre. Elle est née en 1946 à Mỹ Tho, dans une famille dans le delta du Mekong, dans une famille d'enseignants. Elle ne voulait pas suivre la carrière de son père, c'est-à-dire être enseignante, et quitta l'université de pédagogie pour des études de pharmacie puis d'économie politique. Elle joignit finalement la police spéciale de la République du Vietnam et a été sélectionnée pour la police spéciale. C'est seulement après les attaques de 1968 que les autorités sud-vietnamiennes ont décidé de créer des unités entièrement féminines pour l'intelligence, c'est Tình Báo. En août 1968 a été créée une unité spéciale nommée Signe biệt đội Thiên Nga. Et la mission de cette unité est de collecter et d'analyser les informations sur les organisations infiltrées et de les détruire, c'est-à-dire détruire ces organisations, ainsi que de démanteler l'infrastructure des Viet Cong à Saigon, comme dans toutes les provinces du Sud-Vietnam. Nguyễn Thanh Thủy fut nommée à la direction de cette unité spéciale au grade de commandant thiếu tá en vietnamien. Elle raconte dans une interview que dès l'âge de 11 ans, elle avait aimé les aventures et qu'elle avait beaucoup admiré l'infirmière militaire française Geneviève de Galère en lisant sur la bataille de Điện Biên Phủ. Elle n'avait cependant pas fait le choix de son métier, mais c'est qu'on lui a assigné cette fonction en se fondant sur les compétences dont elle a fait preuve durant les formations. Elle a accompli ses missions avec dévouement, professionnalisme et des résultats positifs. Elle a su respecter scrupuleusement les consignes de confidentialité indispensables dans son travail dans les derniers jours du régime de Saigon. Quand un chauffeur est venu la chercher pour la faire partir avec sa famille, elle a reconnu parmi les documents qu'on lui remet une carte d'identité dont elle était la seule à comprendre la signification. La signification, c'est la fin. D'accord ? Donc, elle a décidé de ne pas partir, justement parce qu'elle sait que c'est la fin. Parce qu'elle avait à accomplir son dernier devoir, qui était de détruire les documents pour protéger l'organisation et ses membres. Elle s'est fait conduire au bureau par son mari, qui ignorait tout de son activité. Son mari était un officier de l'infanterie qui ne comprenait pas du tout l'utilité de son déplacement. Elle a dit « mais tu m'y emmènes quand même ». Donc, il l'a emmenée. Elle a accompli la destruction avec le plus grand soin en gardant strictement le secret. Son mari ainsi que ses parents n'ont su la vérité sur sa mission depuis 1968 qu'au moment de son arrestation par les autorités révolutionnaires. Dans les interviews qu'on lui a posées aux États-Unis, après coup, dans les interviews qu'on lui a posées, on lui a posé beaucoup de questions pour savoir comment elle avait su concilier un travail aussi périlleux et exigeant avec son rôle d'épouse et de mère. Ces réponses montrent un excellent sens de l'organisation et de la rationalisation des tâches, j'ai envie de dire đảm đang en vietnamien, ainsi qu'une détermination sans faille à accomplir ses missions et à les garder secrètes.
Elle a eu 3 enfants en bas âge durant toutes ces années où elle accomplissait ses missions, qui lui demandaient de se déguiser, de se déplacer pour des rendez-vous à des heures impossibles, dont un rendez-vous jusqu'à avant minuit, alors qu'il y avait le couvre-feu, une fois où son mari rentre à la maison de manière imprévue, parce que d'habitude, il partait en mission dans les provinces. Et surtout, il fallait un sang-froid peu commun pour s'engager et bien accomplir la double vie qui fut la sienne. Avec le même sang-froid, la même ingéniosité et le même courage intrépide, elle a enduré 13 ans de prison au camp de rééducation, sans dévoiler un seul de ses secrets professionnels, en protégeant efficacement ses anciennes compagnes dont elle était responsable, mais aussi sans surprise, sans colère, assumant les conséquences de ses actions. Comme beaucoup d'autres détenus, elle a été atteinte de malaria, de dysenterie chronique, des maux d'estomac graves qui lui menaçaient la vie. La privation non seulement de nourriture, mais aussi d'eau propre, pensez aux menstrues des femmes, etc., et de conditions d'hygiène minimales fut le lot commun. Thanh Thủy en parle avec sérénité. Je la cite. En ce temps-là, toute la population dans le pays ne mangeait que du bobo. Le bobo, c'est une sorte de graine qu'on consomme à la place du riz dans les années de pénurie. Donc, toute la population dans le pays ne mangeait que du bobo. Alors, comment les prisonniers pouvaient-ils avoir à se nourrir? Il n'y avait que du manioc moisi, il fallait s'efforcer d'avaler pour survivre, ou des nouilles cuites à l'eau. J'étais chargée de la distribution de la nourriture aux prisonniers. Un jour, j'ai récupéré un rat que j'ai jeté à la poubelle sans rien dire. Tout le monde a fini les rations de nouilles car on n'en savait rien. Il fallait du sang-froid pour faire ça. Une fois qu'on lui parla de ses enfants pour l'inciter à collaborer. C'était la première fois depuis 10 longues années, se rappelle-t-elle, que j'entendis parler de mes enfants. J'ai eu la gorge serrée. Ils avaient 4, 5 et 9 ans quand je les avais quittés. Elle a dû se retenir un moment, faisant semblant de réfléchir, avant de donner une réponse qui ne la trahit pas. Ça a été l'incident le plus éprouvant de ces 13 ans de prison. Elle en est sortie en 1988 et est partie pour les États-Unis fin 92 dans le cadre du programme ODP, programme de départ en ordre, sous le patronage du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au titre de HO, c'est-à-dire programme réservé aux détenus des centres de rééducation. Elle a dû surmonter d'autres difficultés pour s'adapter à la vie dans le pays d'accueil. On sait qu'elle a perdu l'aîné de ses enfants, emporté par une maladie, qu'elle a dû, avec son mari, s'occuper d'un petit enfant malade. Ces 3 figures de femmes ne sauraient représenter le destin de toutes les femmes ou de la majorité des femmes pendant et après les guerres. Je les ai retenues seulement à cause de leur diversité, mais aussi des convergences que j'ai cru percevoir dans leur récit de vie. Elles sont des femmes comme les autres. Elles sont filles de leurs parents, de leur famille, épouses et mères. Elles se sont dévouées pour servir, pense-t-on, des idéologies opposées. Mais si on laisse de côté les titres officiels et les étiquettes politiques, ces idéaux et idéologies furent-elles si opposées que cela? C'est la question que je voudrais poser. Ces femmes, comme tant d'autres Vietnamiens et Vietnamiennes, se sont engagées pour défendre leur pays vietnamien, pour préserver les traditions pour elles précieuses de leur famille et de leur culture, pour retrouver la paix dans leur pays. Chacune inspire à des valeurs comme la vie dans la sécurité et dans un confort minimal, la réunion avec ses propres dans l'affection et la compréhension mutuelle. Xuân Phuong se promet de toujours tendre la main aux personnes en difficulté par reconnaissance à tant de personnes qui lui ont tendu la main et qui lui ont sauvé la vie. Dạ Ngân espère, à travers l'écriture, partager ses aspirations humanistes à plus de liberté, d'égalité et de bonheur pour chacun et chacune. Thanh Thủy consacre le reste de son temps à aider ses anciens compagnons et compagnes de lutte, ainsi que ses compatriotes, et elle rêve de revoir un jour les anciennes de son unité. Tout compte fait, chacune d'entre elles n'a-t-elle pas lutté toute sa vie pour ces objectifs si vitaux, non pas seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Et en même temps, comme femme de caractère, chacune a poursuivi la mise en œuvre de sa propre émancipation au-delà des normes de l'époque. Cependant, comme tous ceux et celles qui les entourent, elles savent qu'il reste du chemin à faire. En mai 2021, un documentaire de la télévision vietnamienne
j'ai oublié de vous montrer ses enfants. C'était avant 75, c'était en 72. Donc, en mai 2021, un documentaire de la télévision vietnamienne a été mis en ligne. Il a pour titre « Đò ơi ». Pour comprendre ce titre, je vous explique le mot « ơi ». « ơi », c'est une syllabe très courte, mais c'est un mot pour appeler. Si quelqu'un qui est proche de moi, je dis « Chị ơi, cho xin miếng nước ». Donc, le « ơi », c'est très vite, c'est très court, c'est rapide. Mais si la personne se trouve au loin, « Chị ơi », je l'allonge, d'accord? Et quand c'est Đò ơi, c'est très long parce que c'est très loin. Et c'est difficile, voilà. Donc c'est comme cela. Je sais que je suis en retard, mais excusez-moi. Un demi-siècle de guerre, c'est pas facile. Bon, on m'a dit que je peux faire échappe pour que ça échappe, mais ça échappe pas. Alors je fais quoi? Je continue. Je voudrais vous montrer vous prenez la référence déjà, mais normalement, on me dit, voilà, il est là. Je voudrais vous faire écouter juste le tout début et les dernières secondes de la fin. Vous inquiétez pas, je vous traduirai les dernières phrases. Je voudrais juste vous faire entendre le Đò ơi. Việt Nam mình còn cái đảo là đảo yếu được. Và chính cái đảo yếu được là bà chỉ tôi mới lên được. Đó là một sự phiêu lưu vào lý tưởng. Không thể nói là một người đã có ăn có học mà phải lao lực cực khổ. Voilà. Quelqu'un qui a fait des études et qui doit travailler si dur. Bà mẹ trong chừng mực nào đấy nó gần như là một nạn nhân. Bon, elle et sa mère sont toutes les deux des victimes de l'histoire, il a dit. Cái cạnh mà gắn gông nó đúng cái chủ đề về cuộc đời của chị. Voilà, je voudrais vous écoutiez ça. Voilà. Pourquoi ce titre? Parce que ce titre est choisi pour rappeler un événement marquant dans la vie de Xuân Phuong. Quand elle allait accoucher de son fils aîné, elle aussi, à 20 ans, elle avait 20 ans, était à Tuyên Quang dans les forêts du Nord. Deux ouvriers de l'atelier de fabrication d'armes où elle travaillait l'ont transportée en pleine nuit dans un hamac le long des 7 km de sentiers montagneux jusqu'au bord de la rivière Claire. Là, les 4 personnes, c'est-à-dire son mari, elle et les 2 transporteurs, se mirent à crier Đò ơi comme cela. Et c'est pour cela qu'on a pris, et c'est un vieux batelier qui est arrivé avec sa femme, et c'était sur cette barque que Phuong a mis au monde son premier enfant, son bébé. Il a fallu se servir d'un morceau de bambou trouvé comme ça pour couper le cordon ombilical. Mais 46 ans après la fin de la guerre, je voudrais que vous me consacriez encore quelques minutes pour écouter les derniers commentaires de ce documentaire. Les derniers, les tout derniers. Je ne suis pas très douée pour me mouvoir sur... voilà, j'espère qu'on y est. Ước mơ thành hiện thực để có độc lập, có công bằng xã hội, có hòa dân tộc thì chúng ta còn phải gọi đó, tiếp tục kêu đó, mong muốn một ngày nào đó ước mơ nó thành hiện thực. Tiếp tục kêu đó, mong. Bon, je suis trop maladroite, mais voici les commentaires. L'ami de Xuân Phuong, le professeur, voici ses commentaires. Tu appelais la barque, Đò ơi, tu appelais la barque.
Je sais que maintenant, tu es toujours en train de l'appeler, de tous tes vœux, de toutes tes aspirations. Pour avoir l'indépendance, pour avoir la justice sociale, la concorde nationale, nous devons toujours appeler, continuer à appeler. Nous souhaitons, nous aspirons au jour où nos rêves seront réalisés. Et Sun Fung, ses derniers commentaires, c'est « Je me souviens, j'entends, je crois entendre toujours le piano de la mère Chantal ». C'était la directrice du couvent quand je repasse par ici. Et sa toute dernière phrase était « Je comprends qu'en réalité, je ne suis pas encore rentrée au sein de ma mère. Tôi chưa có trở lại vào trong lòng mẹ tôi. » Donc, je ne suis pas encore rentrée au sein de ma mère. Sa mère, ce n'est pas seulement sa mère biologique, elle a dit ça à plus de 90 ans. Donc, ce n'est pas seulement sa mère biologique, c'est la mère patrie aussi. Pensez à l'utérus de la mère, pensez au dragon et à l'immortel. Je vous remercie.